Alors, merci beaucoup, Yves, Vincent, Lucas, de l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici. J'ai vraiment toujours aimé ce que vous faites ici au Lasur, donc bravo vraiment pour ces 15 ans. C'est justement l'adolescence qui commence, donc c'est très bien. Comme l'a mentionné Yves, et c'était un peu aussi la commande que j'avais justement de parler de cette circulation des savoirs et de l'interdisciplinarité entre divers univers culturels et intellectuels et linguistiques, évidemment. J'aimerais ça commencer justement par ce livre qui était issu de ce colloque auquel j'avais participé en 2011, si ma mémoire est bonne. À la première page du livre, les auteurs écrivent « And when we say city in Cape Town or in Mumbai, cidade in Rio de Janeiro, ciudad in Medellín, città, non, je ne sais pas l'italien, in Naples, or ville in Lyon, are we talking about the same reality ?» Et je pense que c'est une vraie question, en fait, et une question qui, à mon avis, dans la conclusion de l'ouvrage, les auteurs proposent 3 entrées pour avancer dans la recherche urbaine, qui sont analyser l'extraordinaire, analyser les tensions et étudier la proximité. Je pense que les travaux du Lasur au fil de ces 15 ans illustrent bien comment on peut justement mettre en œuvre ces 3 entrées à la recherche en études urbaines. Et dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, j'aimerais prendre cette suggestion au sérieux et je vais illustrer mon propos à partir de vignettes ethnographiques de travaux que j'ai faits à Montréal et à Mexico, à partir d'un objet socio-spatial très particulier qui est celui de la rue. Donc, je vais expliquer ça au fur et à mesure de mon intervention. Donc, la rue, pourquoi la rue et qu'est-ce que veut dire la rue, qui est quand même un élément fondamental, disons, des villes dans le monde entier. Depuis le 19e siècle, la maison est devenue synonyme de bien-être et d'intimité, par exemple dans les travaux de Richard Sennett, c'est assez clair, mais c'est aussi une norme socio-spatiale qui a été fortement critiquée par plusieurs féministes au cours du 20e siècle aussi. Mais par contraste à la maison, la rue est devenue dans les imaginaires collectifs, mais aussi dans la recherche et dans les politiques publiques, un symbole de transgression. Elle est souvent associée à la saleté, au danger, aux transactions illicites, au vagabondage, etc. En raison de l'ouverture que représente la rue, cette espèce de paysage illimité, la rue n'a pas de limite. En raison de ce paysage illimité qu'elle offre, la rue est devenue synonyme d'une transgression des divisions rigides établies entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la frontière entre ce qui est caché, l'intimité du corps, le privé, et ce qui est révélé, le public, le collectif. La rue comme asphalte, ciment, route, trottoir, ruelle, poubelle. La rue comme un tas d'ordures à la fin d'une journée de marché public. La rue comme la découverte des croyances religieuses souterraines lorsqu'elles s'épanouissent dans un hôtel public. Vous allez comprendre dans un petit moment ce que je veux dire. La rue comme terrain de jeu pour les skaters, comme garde-manger pour les dumpster divers. La matérialité de la rue est mon point de vue. C'est quelque chose que je reprends justement des travaux de Yves et qui me permet d'établir un dialogue entre sciences sociales et sciences de l'urbain. Je reprends ici une citation d'un article que Yves a publié avec un collègue à moi à l'INRS dans un numéro spécial que j'avais dirigé il y a quelques années, dans lequel ils écrivent « Before embodying the city itself,
Asphalt means the street. The ordinary street, the one that is open to marginal urban dwellers, where stuff is found and left behind, where people live and sometimes sleep and fall. Streets are the scenes where outsider urban cultures, marginalized by the power and the wealth of the educated classes, partly escape social control and find social connectedness, in degrees extending outward from their neighborhoods to the rest of the world. Dans cette citation, ils illustrent comment l'asphalte, en tant que matériau urbain, produit des cultures spécifiques. C'est la culture de l'urbanité, même si ce n'est pas, disons, l'urbanité des urbanistes et des classes instruites, mais plutôt l'urbanité de la rue, des marginalisés, des bandits, entre guillemets. La rue est donc un point de vue intéressant pour penser ce que j'aime appeler l'épistémologie de l'urbanité. Pour moi, l'épistémologie de l'urbanité, c'est une épistémologie qui est fondamentalement interdisciplinaire. Ça revient un peu à ce qu'on disait ce matin avec l'intervention de Ola sur justement les chocs épistémologiques. Quand on a un objet socio-spatial qui est à la fois très, très technique, très matériel, qui concerne les ingénieurs, les urbanistes, tout autant que les sociologues, ça nous permet justement de mettre en œuvre cette sociologie, cette épistémologie de l'urbanité. C'est une posture donc pluridisciplinaire qui se nourrit des sciences sociales de l'urbain, comme la sociologie urbaine évidemment, afin de générer en retour une conversation avec les disciplines polytechniques, mais que cette conversation en tant que telle change également les disciplines sociales d'origine, c'est-à-dire que l'épistémologie de l'urbanité, pour moi, c'est une façon non seulement d'étudier la ville, mais surtout de changer la sociologie, la géographie, l'histoire, etc., en apportant un point de vue urbain qui est du coup très différent du point de vue de base ou d'origine de ces disciplines en sciences sociales qui se sont construites pour accompagner le développement de l'État-nation. Alors, à partir du moment où on est dans un monde urbanisé, ça change complètement notre rapport au temps, à l'espace, à la rationalité, et donc par rapport au monde où l'État-nation était hégémonique. Et donc, du coup, je pense qu'il y a lieu d'essayer de transformer nos disciplines d'origine aussi avec cette posture urbaine. Et quand je parle de cette épistémologie de l'urbanité, pour moi, je fais souvent le rapport avec le parallèle avec les études féministes. Les études féministes, c'est une posture épistémologique, c'est une façon de produire des savoirs qui est à la fois engagée et qui est à la fois scientifique, mais c'est une posture féministe, c'est une posture épistémologique qui permet d'étudier pas simplement les femmes ou les minorités sexuelles, mais qui permet d'étudier tous les thèmes qui concernent nos disciplines en sciences sociales, mais avec une posture différente. Donc, je pense que quand je parle d'une épistémologie de l'urbanité, c'est vraiment d'être très conscient de notre positionnement, de notre standpoint, hein, comme on dit souvent en études féministes, dans la ville et dans l'urbanité, afin d'étudier des thématiques qui peuvent ne pas être urbaines. J'aimerais illustrer ça avec, comme je disais au début, deux vignettes ethnographiques, deux scènes de rue, disons, une à Montréal et une à Mexico. Commençons par Montréal. Je vais lire parce que la description est importante ici, surtout pour les dialogues. Donc, je parle en fait d'une rencontre avec un jeune de 26 ans qui s'appelle Hubert. Donc, Hubert aime porter des sweatshirts à capuche, des jeans amples. Il a une barbe de 3 jours, des yeux sombres et profonds qui parlent d'eux-mêmes et qui illuminent ou obscurcissent son teint pâle en fonction de son humeur. Il parle doucement. Lorsque je l'ai rencontré devant la Bibliothèque nationale du Québec par un après-midi gris et frais, nous avions décidé de faire le tour de la ville pour qu'il me raconte son implication dans les grèves étudiantes de 2012 qui ont soulevé le Québec, là, le printemps érable. C'est comme ça qu'on l'appelait. Alors que nous marchions sur Saint-Denis en direction du boulevard René-Lévesque, il me dit « Moi, je faisais souvent
je faisais souvent les manifs en skate. Ah, c'est cool! Là, on pouvait faire du skate dans des endroits où on ne peut pas d'habitude. Ben, t'es pas le premier qui me dit ça, mais les gens qui faisaient pas de skate, ils me disaient comment ils aimaient ça, tu sais, ils me disaient qu'ils avaient vraiment l'impression d'être dans la rue, littéralement. Ben moi, c'est un peu pour ça aussi que je fais du skate. Tu sais, je préfère pratiquer dans la rue parce que c'est là que t'es pour toi-même complètement. T'occupes ton corps, tu laisses ton corps occuper l'espace. Tu te restreins pas, bref, sauf pour ta sécurité, là. Oui, c'est sûr, mais par exemple, sur le trottoir, tu te restreindrais plus. Comment tu comparerais ça? En skateboard? Oui, à cause des obstacles. Pour moi, le trottoir puis la rue, c'est la même chose. J'occupe tout l'espace. Tout en haut, là aussi, il pointait vers les escaliers d'un bâtiment de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Puis la rampe d'escalier aussi, je peux. Fait que c'est une occupation généralisée. Mais dans tous les cas, je ne suis pas supposée être là. Fait que ça se peut que ça dérange les gens. Pour Hubert, occuper la rue, c'est être en parfaite harmonie avec soi-même. Occuper son corps, laisser son cœur et son corps occuper l'espace. Il s'agit d'une forme d'occupation généralisée, comme il dit, sans restriction ni contrainte physique telles que le trottoir ou les escaliers. Dans cette courte conversation, Hubert résume le sens de l'occupation. L'occupation, comme il l'a décrit, n'est pas un répertoire idéologique stratégique d'actions de mouvements sociaux, comme ce fut le cas, par exemple, de Occupy Montréal, qui avait campé au Square Victoria pendant 5 semaines à l'automne 2011. L'occupation, au contraire, est une forme d'agentivité répartie entre son corps, son skateboard, le trottoir et le marcheur occasionnel. L'occupation, en d'autres termes, est ce que j'aimerais appeler une danse avec la rue. Les escaliers, la mère qui pousse la poussette, la caméra de surveillance. L'occupation, en bref, c'est de la chorégraphie. En 1961, Jane Jacobs avait publié Eyes on the Street, dans lequel elle affirme que les mécanismes informels de surveillance, par le biais d'une sociabilité de quartier vivante, sont plus efficaces que la répression policière ou l'architecture moderniste. Que voient les yeux dans la rue de Jane Jacobs? Jacobs souligne le fait que les habitants locaux peuvent facilement détecter quand il y a une rupture dans ce qu'elle appelle le ballet du trottoir, sidewalk ballet, non? Qui caractérise la routine quotidienne de ces rues locales, et agir en conséquence dès qu'une rupture est perçue, donc pour éviter le danger avant qu'il apparaisse. 10 ans plus tard, en 1971, Goffman a publié son étude approfondie de la dramaturgie des espaces publics, demandant comment les gens gardent la keep face, comment on dit ça? Pardon? Comment ils arrivent à ne pas perdre la face, finalement, lorsqu'ils rencontrent des étrangers. Comment on fait dans les espaces publics, finalement, pour que les corps ne s'entrechoquent pas. Non? Donc, c'est ce qu'il appelle l'inattention civile. Une dizaine d'années plus tard, Lefebvre et Régulier publient en 1985 leur proposition de rythme analyse. Où, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est analyser les rythmes urbains pour mieux comprendre comment l'harmonisation et les tempos, les temporalités urbaines s'harmonisent, s'articulent entre elles. Et donc, la ville, nous explique-t-il, est produite de cycles naturels et cosmiques, saisonniers, par exemple, mais aussi est produite par le travail humain, et que le travail humain, depuis l'industrialisation, impose une certaine linéarité, une certaine répétition, mais que toujours les rythmes cycliques vont reprendre le dessus. En fait, il y a une tension entre ces rythmes cycliques et ces rythmes linéaires. Les ballets de trottoir, l'inattention civile dans la rue, la rythme analyse urbaine parlent en fait, c'est tous des concepts qui parlent en fait de chorégraphie. La chorégraphie, pour les spécialistes
danse ou de performance, c'est en fait la conception consciente du mouvement du corps à travers l'espace et le temps. Quand Hubert descend Saint-Denis à toute allure, évitant de s'écraser sur la mère qui pousse sa poussette, évitant le regard de la caméra de surveillance, et descend joyeusement les escaliers en skatant, il exécute une chorégraphie. Il ajuste les mouvements de son corps dans l'espace et le temps. Le mouvement, son agentivité, est réparti et harmonisé donc entre le corps, le skateboard, les caméras, la mer, la rue. Cette chorégraphie est cependant plus qu'une relation kinesthésique entre corps, temps et espace. La chorégraphie peut aussi être très contraignante, comme lorsque le corps est chorégraphié, consciemment conçu, comme l'explique, comme on le voit dans la définition de la chorégraphie en danse. Lefebvre et Régulier mettent l'accent sur la façon dont les rythmes linéaires produits par l'industrialisation font appel à la chorégraphie comme contrainte, comme production de mouvements répétitifs. La chorégraphie peut aussi être habilitante, empowering, non? Lorsque les habitudes corporelles génèrent la performance. La chorégraphie d'Hubert est habilitante. Ses habiletés du skateboard et les habitudes de son corps de skater lui permettent d'éviter les obstacles et de se sentir bien heureux dans sa pratique du skate. Donc, ensemble, la chorégraphie habilitante et la chorégraphie contraignante, chorégraphie chorégraphiée, forment ce que j'appellerais le pouvoir chorégraphique, qui en fait, c'est un terme que je reprends de Elaine Campbell, qui étudie justement les stratégies d'évitement des jeunes, d'évitement de la police par les jeunes dans les rues. Le pouvoir chorégraphique émerge des tensions entre la chorégraphie et le chorégraphié. Des pratiques corporelles improvisées, comme le skateboard de Hubert le long de Saint-Denis, produisent des ruptures dans l'usage normatif de la rue. En même temps, ce défi affirme et soutient ces normes. L'apparition soudaine de la vitesse de Hubert sur son skateboard, cette transgression chorégraphique, rend visible la norme chorégraphiée. Par sa vitesse, notre attention est attirée sur le rythme habituel de marcher, de pousser la poussette tranquillement sur le trottoir, parce que c'est souvent à un rythme de marche que nous savons comment éviter les obstacles et faire preuve d'inattention civile, pour reprendre le terme de Goffman. Donc, par son skateboard, par sa vitesse, Hubert transgresse ce rythme codé. Bref, le pouvoir chorégraphique peut servir de dispositif heuristique pour rendre les gestes transgressifs connaissables et pensables au-delà des mots. C'est quelque chose qui se sent, c'est très somatique en fait. Pour bien comprendre cette relation politique entre régulation et transgression, il faut être sensible à la matérialité de la ville, à ce qui se trouve entre les corps humains dans la rue. Pouvoir se déplacer en ville en tant que skater ou simplement en tant que piéton, pour pouvoir se déplacer en ville, il faut être capable de décoder la rue, de lire le paysage. Par sa transgression rythmique, Hubert décode constamment la ville. Il la rend lisible et significative pour les autres, y compris pour la mère surprise par son apparition soudaine, autant que pour l'agent de police dont le travail est de régler, de chorégraphier ses rythmes. Un jour, je poursuis un peu ma conversation avec Hubert. Un jour, Hubert sortait d'une station de métro. En arrivant à la sortie, il posa ses pieds sur sa planche et ouvrit la porte. Il a entendu 2 policiers courir derrière lui. Puis juste la surprise, donc il me raconte, juste la surprise de les voir courir, de voir qu'ils étaient sur les nerfs, parce qu'eux, ils s'attendaient à devoir me poursuivre parce que je les aurais vus puis je serais partie en courant. Fait qu'eux, ils étaient en mode film d'action. Le rythme inhabituel film d'action des policiers l'a surpris. Sur le coup, j'étais en mode réaction rapide face à du monde potentiellement dangereux. Fait que j'étais pas capable de suivre, d'avoir l'état de lucidité nécessaire pour avoir une conversation constructive. Les officiers lui ont demandé sa carte d'identité. Puis là, je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, je trouve ça pas clair. Je suis juste comme, j'essaie de parler avec l'accent québécois, j'ai de la misère.
tu sais qu'ils m'en veulent parce que je suis sur mon skate, mais la manière qu'ils couraient, quand j'ai ouvert la porte, je pensais quasiment qu'ils allaient attraper quelqu'un qui avait un gun en arrière de moi. Hubert a pris du temps pour lire la situation, mais il était encore surpris par le drame de leur course vers lui. Il ne s'est pas identifié promptement à la demande des officiers et par conséquent, il a reçu 2 contraventions. Une pour avoir skaté à l'intérieur de la station de métro et une autre pour avoir entravé le travail d'un officier. Le visage d'Hubert était rouge d'indignation alors qu'il racontait son histoire. Quand ça vient te chercher comme ça, jusque dans ton 2 mètres de je mets mon pied sur la planche avant, quand il n'y a personne autour, puis que je suis à côté de chez moi, puis que je suis en train de faire mes petites affaires, je dérange personne. Oui, oui, je brise rien. Oui, oui, c'est un peu une impuissance face à tout un pouvoir qui te tombe dessus. Toute une machine, quand elle commence, tu ne peux plus rien faire. Une fois qu'eux, ils avaient décidé qu'ils allaient me donner un ticket. Toute une machine, c'est ça. Une fois qu'eux, ils avaient décidé qu'ils allaient me donner un ticket. Quand la machine se met en marche, comme dit Hubert, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Même s'il ne troublait pas la paix publique ou ne brisait rien, même s'il était près de chez lui, même s'il faisait preuve d'inattention civile, en s'occupant de ses affaires, Hubert a subi la chorégraphie des policiers. Je vais laisser ça là pour le moment, cette vignette de Montréal. Je vais vous amener à Mexico, puis ensuite, je ferai les liens entre ces 2 vignettes. Alors, je vais vous parler de complètement autre chose. La question qui a guidé cette recherche que j'ai faite à Mexico était toute simple. Comment les gens font pour vivre avec la mort dans un contexte hyper violent? Ce qui m'intéresse ici, c'est l'analyse de la religiosité urbaine qui a une matérialité très, très présente dans les rues de Mexico, comme élément permettant d'expliquer comment se construit le quotidien en contexte violent et l'importance de la rue dans la construction de ce quotidien. Ce n'est pas la mort en tant que telle qui est au centre de ce travail ethnographique, je vais laisser ça aux anthropologues du religieux, mais c'est plutôt le religieux tel qu'il se matérialise dans la rue et sur les corps. Je vais vous parler ici simplement du travail que j'ai fait sur les hôtels de rue, les altares, mais j'ai aussi prolongé ce travail on travaille en ce moment sur la question des tatouages religieux. Donc, comment cette religiosité populaire dans les rues de Mexico permet-elle l'urbanité? Pour comprendre ça, il faut comprendre l'esthétique matérialisée de Mexico. C'est ce que le philosophe équadorien appelle la modernité baroque, le philosophe Echeverría, dans le sens où la multiplicité des objets, des couleurs qui habitent les rues de Mexico déstabilise les codes de représentation cartésienne. Le baroque situe le spectateur dans un rapport spatial à la représentation qui déstabilise la perception qu'on a normalement du dedans et du dehors. C'est un peu illustré ici, je vais utiliser certaines photos, seulement celle-là. J'ai travaillé avec un artiste visuel mexicain qui s'appelle Rodrigo Olvera dans ce projet. Donc ça, c'est un montage photo dans lequel il essaie de représenter cette confusion entre le dedans et le dehors, cette question des perspectives changeantes qui sont caractéristiques de l'esthétique baroque. Ce qu'il faut aussi comprendre pour comprendre la rue, sa matérialité et sa sociabilité à Mexico, c'est le rapport de la ville à la réparation plutôt qu'à la planification. Il y a une auteure suisse, d'ailleurs, je pense, qui s'appelle Mancini, qui qualifie Mexico de la mégalopole en construction permanente. Dans cette ville, ce n'est pas la perfection qui est recherchée, ce n'est pas l'utopie, mais c'est plutôt une fonctionnalité immédiate et située.
Mexico est un chantier permanent, peuplé d'ouvriers qui détruisent et reconstruisent, des réparateurs d'appareils de tout genre, des mécaniciens qui vont réparer ton véhicule exactement là où il est tombé en panne, des infirmières qui prennent la pression artérielle dans le métro ou qui vous vaccinent contre la grippe, des cabinets de médecins improvisés sous une bâche de plastique, des herboristes qui vendent des médicaments sur les trottoirs, des ramancheurs, comme on dit au Québec, qui offrent des services d'ostéopathie dans la rue, des pharmacies improvisées, des revendeurs de pièces usagées. Bon, vous voyez le genre, OK? Donc, c'est une ville vraiment où la réparation est le mot d'ordre beaucoup plus que la planification. Mexico n'est pas une ville dominée par les utopistes, les planificateurs, les experts, les designers, les travailleurs sociaux. Mexico est une ville où chacun sait que la perfection n'est pas de ce monde et que ce qui permet d'y vivre dans cette ville, c'est la réparation constante de soi, de la ville, des objets qui habitent le quotidien. Tous ces réparateurs et curateurs travaillent ensemble à partir d'habiletés développées par la pratique et non les diplômes, mais très souvent aussi à partir de narrations populaires, de croyances, de magie, etc. Donc, je vais vous amener sur une rue de Mexico qui s'appelle la rue Constancia dans le quartier de Tepito. La rue Constancia est calme par rapport à l'activité frénétique du plus grand tianguis, marché de rue, en Amérique latine, qui domine le quartier. Ici, il n'y a pas de bâches colorées qui couvrent la rue pour protéger les commerçants du soleil. La rue est résidentielle, composée d'anciennes vecindades, ces immeubles à multiples logements destinés à loger les populations pauvres qui arrivaient en ville pour y travailler, et de complexes HLM construits par l'État dans les suites du tremblement de terre de 85. Sur le mur jaune d'une vecindade, une murale montre la Vierge de Guadalupe flottant sur un ange avec des ailes aux couleurs du drapeau mexicain. Sur la Vierge est inscrite une épitaphe à un mort, en mémoire de mon frère, le plus petit de la famille, Alejandro Ángeles Inés Chinito, qui est mort, donc qui a vécu du 16 juin 1974 au 16 juillet 2004. Au centre de la murale s'élève le Christ sur la croix. À ses pieds, San Judas Tadeo, patron des causes désespérées, serre l'épaule d'un jeune homme et à ses côtés, un autre homme un peu plus âgé. Ces personnages représentent les morts auxquels est dédiée la murale. Devant celle-ci, on a construit un autel environ une décennie plus tard. Une statue du Christ crucifié sur laquelle pendent des cartes plastifiées avec icônes religieuses et prières est déposée au centre, entourée de plusieurs autres statues plus petites. Dieu qui porte la croix de Jésus crucifié, des mains ouvertes dans lesquelles sont posés les 12 apôtres, une Vierge vêtue de bleu et de blanc, un San Judas Tadeo, un autre Christ sur la croix entouré d'un collier de fleurs de papier et des colliers jaunes et verts qui servent à décorer San Judas lorsqu'on l'amène pour bénédiction au temple San Hipólito le 28 de chaque mois pour célébrer la fête de Saint-Jude. Une plaque de métal avec la tête de Jésus agonisant sur laquelle est inscrit « Yo amo Tepito » est posée par terre. Derrière une affiche fait maison sur laquelle on a collé des images religieuses indique « Bon voyage Panduro », tu nous manques, Omar. Et c'est signé tes enfants et ta famille. Francisco Omar Gutiérrez Panduro est né le 13 octobre 1987 et est décédé à 27 ans le 7 février 2014. Sur la plaque commémorative de métal posée au pied du crucifix est écrit Jésus, je compte sur toi, je me fio en ti, descanso en ti, estoy seguro en tu corazón. Je me sens bien dans ton cœur. Cette plaque en cache une autre, plus ancienne, sur laquelle on apprend qu'une autre personne chère est décédée le 5 juillet 2009. Sur la vitre arrière de l'autel, la Vierge de Guadalupe est peinte entourée de fleurs. Sur la vitre de gauche est inscrit Tepito. Sur la vitre du devant, on peut lire No estoy aquí, que soy tu madre. Je suis ici, je suis ta mère. C'est une phrase qu'on voit souvent près de la Vierge de Guadalupe.
Sous cette phrase, on peut lire le titre d'une chanson d'un très grand chanteur de salsa portoricain, Héctor Lavoe, Mi Juanito Alemania. Héctor Lavoe est mort en 1993 à 46 ans des suites du sida qu'il avait contracté par l'injection de drogue. La chanson Mi Juanito Alemania, qui a été publiée en 1983, raconte l'histoire d'un bandit de quartier. Si la chanson est imprimée sur cet autel, c'est que les morts qui y habitent l'affectionnaient. Mais c'est également parce qu'elle représente très bien Tepito. La chanson débute avec une description qui pourrait représenter le quartier. La rue est une jungle de ciment et un endroit sauvage. Il n'y a personne qui peut s'en sortir. La rue est là où on peut espérer le pire. Elle raconte ensuite comment Juanito volait tout le monde, mais comment personne dans le quartier ne le dénonçait. Si par hasard il était emprisonné, il ressortait immédiatement parce que son cousin était policier. Juanito est un vendeur et un consommateur de drogue et de femmes. Peu importe la forme, les saints et les objets qui composent ces hôtels de rue à Mexico constituent ce que j'aimerais appeler, à la suite de Foucault évidemment, des hétérotopies de rue, puisqu'ils matérialisent une frontière fragile entre la vie et la mort, la présence et l'absence, la pauvreté et la richesse. Le simple fait de croiser ces hétérotopies sur le trottoir attire l'attention du piéton, qu'il soit croyant ou non. Les hôtels constituent ce que Panagia appelle des apparences esthétiques qui provoquent une sorte de choc. Ces hôtels donnent l'impression que le temps est suspendu dans l'ici et le maintenant. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui parle à nos sens, comme un hôtel, nous ne pouvons pas l'expliquer, nous pouvons simplement admettre que ça nous touche. Ça prend un certain moment pour être capable de rationaliser, d'expliquer, de comprendre ce que ça nous fait, en fait, comment ça affecte notre corps, nos sens, ces hôtels. Ces hôtels sont des lieux qui rompent avec la temporalité normale. Ils suspendent le temps par cette force esthétique. Ce sont également des lieux qui hébergent l'imaginaire. Ce sont des fenêtres révélant un futur désiré. Ils racontent un monde autre. Comme par exemple, ici, l'architecture même, c'est comme une petite maison de rêve c'est du marbre. Okay, avec des matériaux quand même assez chers dans un quartier où le logement est très précaire. C'est des scénographies qui sont porteuses d'espoir. Si on regarde les offrandes qui sont données aux saints aussi, ça peut être interprété comme une espèce de recherche de plaisir dans une vie quotidienne qui est assez ardue. Donc, où je veux en venir avec ces deux vignettes de rue. Les hôtels dans les rues de Mexico et le skateboard dans les rues de Montréal, c'est évidemment très différent. Néanmoins, ces deux contextes très différents ont une chose en commun, la rue. La conception et l'utilisation des rues diffèrent dans les deux villes, mais la matérialité de l'asphalte est importante dans les deux cas. Ceci appelle sociologues autant qu'urbanistes et ingénieurs. La rue fonctionne comme l'espace entre les bâtiments et comme une infrastructure urbaine. À Montréal comme à Mexico, la rue signifie hétérotopie et pouvoir chorégraphique. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? La rue permet de révéler ce qui est normalement caché et remet en question la frontière rigide entre l'intérieur et l'extérieur. Dans le cas, dans les deux vignettes, je l'ai surtout exploré avec l'exemple des hôtels de rue sur la rue, de l'hôtel sur la rue Constanciano, où on révèle finalement toute l'intimité d'une famille, de ses morts, des croyances, etc. Mais les révélations, ou rendre public ce qui est intime, se produisent dans d'une myriade de façons dans toutes les villes. Par exemple, l'interdiction en France de porter la burqa dans les espaces publics force la révélation
de corps féminins racialisés dans la rue. Les fonctions corporelles, manger, se laver, déféquer des personnes sans domicile fixe dans les rues aussi révèlent donc les profondes inégalités du système économique dans lequel on vit. Donc il y a plein d'exemples finalement où la rue a une fonction révélatrice, ou une fonction de porosité entre l'intérieur et l'extérieur. La rue aussi ne peut pas être une rue si on ne prend pas en compte le mouvement. Et c'est un peu ce que j'aime bien appeler le pouvoir chorégraphique. C'est un élément, finalement, de la politique de la rue dans les deux villes qu'on a vues. Je l'ai surtout regardé, décrit avec l'exemple de Montréal, mais le pouvoir chorégraphique ou la régulation, ce que ça fait, ce que ça nous montre, c'est qu'en fait, toutes les façons dont on régule nos sociétés, ce n'est pas des cadres fixes. C'est quelque chose qui bouge, qui est constamment en mouvement. C'est quelque chose qui est constamment adapté dans des situations très spécifiques. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples de ce pouvoir chorégraphique. Il y en a autant qu'il y a de gens dans la ville. Et je pense que c'est quelque chose qu'au Lazur, vous regardez aussi, entre autres avec, on en parlait ce matin dans la voiture, entre autres avec le séminaire sur le rythme urbain, par exemple. Mais pensez, pour vous donner d'autres exemples de ce pouvoir chorégraphique, pensez par exemple à tous les micro-mouvements quotidiens, aux négociations des vendeurs de rue et à la tension avec les normes chorégraphiées qui définissent la rue comme un espace de transit plus qu'un espace de sociabilité, par exemple. Voilà, donc lorsqu'il y a une rupture dans ces rythmes codés ou dans la frontière entre ce qui doit être vu et ce qui doit être caché, ça provoque un sentiment d'immédiateté, ça suspend le temps. C'est ce que j'aimerais appeler le choc de l'asphalte, pour reprendre un petit peu les travaux de Yves sur la culture de l'asphalte. C'est cette idée finalement que lorsque la matérialité de la rue, nos sens et nos capacités de communication esthétique prennent le dessus et s'adaptent à la situation en cours. Ce point de vue matériel nous permet de voir comment la régulation et la transgression sont toujours négociées de façon pragmatique, contingente, spatiale et affective. Bien sûr qu'il y a des codes, bien sûr qu'il y a des institutions, bien sûr qu'il y a des règlements, et l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas étudier ça, l'idée est de dire qu'il n'y a pas que ça. Et pour voir comment ces cadres institutionnels fonctionnent au niveau quotidien, je pense que ce point de vue matériel nous aide finalement à voir le mouvement dans ces cadres qui ont des temporalités différentes. Pour conclure, en 2009, avec Abdou Malik Simone, on avait publié dans l'IJUR une expérimentation intertextuelle, comme on l'a appelée, et de traduction. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait demandé à 6 auteurs de Mumbai, Rio, Toronto, Cape Town et Montréal d'écrire un texte répondant à la question suivante. How does an analysis go from here to there and fold these different cities into each other, yet take cognizance of and experience the textures of their different histories and characters? How can one write about these lines? How, to paraphrase Fulvia Carnevale, can a strange language be found in the predominant language of urbanization? Donc, ce qu'on a fait, ils nous ont produit, donc ces auteurs, un texte de 5-6 pages, assez court, répondant à cette question à partir de leurs propres travaux. Et ce que Abdou Malik et moi, on a fait, c'est qu'on a déconstruit les textes, on en a produit un nouveau afin de faire ressortir des articulations insoupçonnées entre les auteurs. Donc, on a forcé une conversation entre ces auteurs. Et donc, cette question
l'intertextualité, même si on ne peut pas toujours la travailler de cette façon-là, comme on a fait dans cette expérimentation dans les jures, elle est fondamentale quand on veut comparer l'incomparable ou comparer des milieux fondamentalement très différents, comme le sont Montréal et Mexico, avec des objets très différents, le skateboard et la religiosité, c'est des choses très, très différentes. Comment je peux les mettre ensemble? Je pense que la réponse, c'est la traduction. Pour revenir un peu à ce que Yves disait au départ, pas simplement la traduction des langues, la traduction des concepts, la traduction des disciplines, la traduction culturelle. Dans leur ouvrage Writing Cultures, Clifford et Marcus, donc l'ouvrage des anthropologues qui a été publié en 1986, Clifford et Marcus nous proposent une rupture avec la tradition ethnographique de l'École de Chicago. L'École de Chicago, dans ses ethnographies urbaines, cherchait à représenter fidèlement la réalité telle qu'elle est. Dans leur description, c'était vraiment une description fidèle de la réalité. Au contraire, nous disent Clifford et Marcus dans cet ouvrage de 86, que j'aime beaucoup, l'ethnographie est plutôt une pratique d'écriture s'appuyant sur la polyvocalité, le dialogue et l'intertextualité. L'ethnographe produit constamment des fictions affectives, c'est leur terme, du monde qu'il ou elle décrit. Non? Donc, la liberté qu'on peut prendre dans les descriptions et dans les associations qu'on fait, je pense, produit des articulations insoupçonnées, des façons de voir qui nous permettent de poser des nouvelles questions, et pas simplement dans cette intertextualité entre deux contextes géographiques, comme Montréal et Mexico, mais aussi entre les disciplines, comme par exemple entre la sociologie et les sciences du génie. Lorsque les textes circulent, la question la plus importante, donc, lorsque les textes circulent par ces processus de traduction, la question la plus importante est quand et comment une interprétation spécifique se stabilisera-t-elle dans un contexte donné? Dès qu'on admet finalement que ces processus de traduction vont faire en sorte que l'objectif ou le motif principal de l'auteur va nécessairement changer, la raison, disons, ce que moi j'ai écrit dans un contexte spécifique, s'il est réutilisé dans un autre contexte, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être fidèle à mon intention de départ. Donc, comment les interprétations se fixent-elles dans des contextes spécifiques, qu'ils soient disciplinaires ou géographiques, et pourquoi? Si les traditions culturelles et intellectuelles diffèrent entre les mondes francophones, anglophones et hispanophones, de la même façon que les langages techniques et sociaux sont parfois incompatibles. Pour conclure, je pense que le LASUR se démarque par sa volonté d'ouvrir des espaces d'échange, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Pour ma part, ma posture de départ est toujours l'épistémologie de l'urbanité, cette pluridisciplinarité de traduction constante qui permet une sensibilité aux différences dans les rapports à l'espace, au temps et aux diverses rationalités selon les cultures et selon les disciplines. C'est ce que j'ai voulu illustrer aujourd'hui avec ces deux scènes de rue à Montréal et à Mexico, parce que par sa matérialité, la rue est à la fois l'objet des sociologues, des urbanistes et des ingénieurs. Merci.